Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission thématique en thème facile. Après la semaine africaine du climat 2022 qui s'est tenue à Libreville au Gabon, c'est le tour de Nairobi d'accueillir l'édition 2023 de la semaine africaine du climat. Cette impulsion politique de haut niveau en faveur de la collaboration sur le climat intervient quelques mois seulement avant la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, en abrégé COP28, qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Semaine africaine du climat 2023, à quoi faut-il s'attendre? C'est le thème de ce numéro de votre émission thématique en thème facile. Et en studio avec moi, deux invités. À ma gauche, Anas Seko, il est activiste communicateur environnement. Il est également chargé de communication à la coalition des énergies renouvelables. Anas Seko, bonsoir. Bonsoir. Et devant vous, Anas, et plus précisément à ma droite, Fulbert Adjimerossou, il est journaliste spécialiste des questions environnementales. Fulbert, bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de la situation climatique au Bénin. 5 communes traversées par des fleuves sont susceptibles de débordement lors des prochaines pluies et sont classées zone rouge. Vous le savez. Quelle appréciation faites-vous de la situation actuelle du Bénin relativement au changement climatique? On va commencer par Fulbert. Merci. Je voudrais commencer par souligner que le changement climatique est une réalité. Maintenant, l'émission c'est un thème facile. Oui, un thème facile. Un thème facile, c'est qu'il y a un changement, il y a des perturbations que nous notons de plus en plus dans notre environnement d'une saison à une autre. Nous sommes dans la saison normale de crue, ou du mois d'août au mois de novembre. Il y a un débordement des bassins, notamment des bassins du Niger, du bassin du Mono et le bassin de l'Eumé. Et donc ces bassins débordent et créent des inondations. Et donc il se fait que de plus en plus ces inondations s'accentuent. Et donc peut-être que le débit d'eau qui vient, le courant d'eau qui devient de plus en plus fort. Et donc il y a des changements donc, dans la manifestation donc, de ces crues-là que nous avons de façon saisonnière. Et donc peut-être que le changement climatique en rajoute donc des conséquences ou bien accentue donc ces effets-là. Donc c'est ce que je peux dire en termes faciles pour ce qui concerne par exemple l'illustration du changement climatique à travers donc, le débordement donc, de ces bassins. Oui. Le changement climatique est aussi une réalité chez nous, notamment dans les autres périodes de l'année où nous n'avons pas de crue, notamment en période de sécheresse. Parce qu'il y a des poches de sécheresse, c'est-à-dire en pleine saison de pluie, nous avons des périodes où la pluie est absente pendant peut-être 2 semaines. Il y a des poches donc, qui sont carrément sèches, donc des poches de sécheresse, et donc qui deviennent de plus en plus longues et perturbent donc, les activités agricoles pendant longtemps. Ou peut-être encore des retards dans le démarrage donc, des pluies, ou des retards donc, dans la fin des saisons. Je suppose que la saison devait finir mi-juillet, mais pourrait se terminer au 31 juillet par exemple. Donc il y a un retard dans la fin des saisons, ou peut-être parfois des fins précoces donc, de saison. Ou la saison qui va démarrer bientôt, notamment la petite saison de pluie qui démarre qui couvre notamment la période donc, de août ou septembre, octobre, qui est une petite saison en termes de durée, mais très dense en termes de pluviométrie. Et c'est ça le dommage que l'on ressent beaucoup à Cotonou, c'est que c'est une petite saison qui a beaucoup de débit d'eau et qui coïncide en même temps avec la période de crue, la période de descente des eaux du nord, parce que la période de pluie, la saison des pluies au nord a démarré depuis très longtemps et les eaux commencent par descendre vers le sud. Et en descendant, ça coïncide avec la petite saison des pluies au sud du Bénin.
Et donc, deux volumes d'eau qui viennent s'associer pour créer davantage des débordements autour donc, du lac Nokoué. Et tout ça est de plus en plus aussi accentué par les perturbations climatiques si l'on se réfère à la période de 30 ans. Parce qu'il faut d'abord 30 ans pour conclure véritablement qu'il y a changement climatique. Voilà. Alors, Anaseko, il est recommandé aux habitants de ces zones dites rouges d'évacuer leur domicile, de chercher plutôt refuge dans des endroits plus sûrs. Il est également recommandé de respecter les recommandations. Vous êtes un communicateur environnement. Qu'est-ce que vous avez justement à recommander à ces citoyens? Si on déclare des zones rouges, il n'y a pas de chemin, vous quittez. En dehors en fait de quitter les zones rouges, il a été également recommandé d'éviter de se baigner dans les coups d'eau, éviter de traverser des coups d'eau, les transports fluviaux nocturnes et éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson. Comme vous venez de le dire, il a été recommandé par les autorités de ne pas boire telle eau, de quitter les zones qui sont susceptibles d'être inondées. La seule chose que moi j'ai à dire en tant que communicateur environnement, c'est que il faut quitter justement. Parce que si on entend et qu'on écoute voilà, tout ce que l'expert Fulbert a dit. On essaie de... En terre à terre, on le comprend, on le monnaie et on le dit à la population. Donc une population qui, c'est vrai, comme M. Fulbert le disait, on n'a pas forcément cette culture scientifique-là. Lorsqu'on parle, lorsqu'on dit l'eau descend de ci, l'eau descend de ça, les populations ne comprennent pas, il faut venir faire au cascade, c'est quand c'est Vano qu'on écoute et tout, etc. Mais voilà, il y a des problèmes, et il y a le réchauffement climatique, il y a le retard des saisons, il y a la sécheresse, etc. Il faut que chacun puisse prendre des mesures et que voilà, tous les citoyens puissent être résilients face aux effets du changement climatique. Je donne peut-être faire deux observations. Oui. Il se fait que effectivement, à chaque saison de crue, le gouvernement émet des consignes à l'endroit des communautés. Il y a une plateforme nationale de gestion des risques et des catastrophes qui a des démembrements dans toutes les communes avec des points focaux de chaque commune. Donc, il y a des points focaux de gestion des risques et catastrophes pour chaque commune. Mais la difficulté qui se pose sur le terrain, c'est que le message n'atteint pas forcément les populations à la base. Il n'y a que dans certaines localités, vous leur demandez de se déplacer, ils vous diront ils ont enterré leur grand-père à tel endroit, ils ne peuvent pas se déplacer. Vous leur demandez de quitter, ils vous diront leurs cultures sont encore dans les champs et qu'ils ne peuvent pas abandonner leur culture, par exemple. Mais peut-être qu'il va falloir faire le travail en amont pour qu'à ces moments-là, il n'y ait plus leur culture dans les champs. D'où le travail qui doit se faire pour mettre à leur disposition des semences à cycle court pour qu'avant même la crue, ils puissent déjà faire leur récolte et partir effectivement des lieux. Il y a des gens qui sont dans des habitations précaires. Vous leur dites de partir, on dit d'accord, mais où est-ce qu'on va partir? Ils vont dire, dans les écoles, il y a des places aménagées certainement par les communes ou bien par les mairies. Ils vous diront, non, c'est un risque pour moi de rester dans une école parce que mes femmes vont commettre peut-être l'adultère, parce qu'il y aurait des voisins à côté, justement. Tout ça là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une innovation qui a été mise en œuvre l'année dernière, qui a été très, très appréciée. C'est de reloger parfois les gens dans des familles, dans des familles d'accueil. Là, si on négocie avec eux et puis on les déplace dans leur propre famille qui se retrouvent non affectées, c'est encore plus sécurisé pour eux que de les mettre dans des endroits aménagés où ils craignent tellement de situations du point de vue sociologique et autres. Là. Donc il y a tellement de contraintes pour faire déplacer les gens d'un endroit à un autre. Juste pour résumer ce que mon cher ami a dit, en fait, lorsqu'on veut prendre des décisions, lorsqu'on demande aux populations de quitter des endroits, il faut prendre en compte des conditions sociales et des conditions économiques. Des gens qui ont des personnes enterrées à la maison et que vous leur dites de quitter, ça ne marche pas. Il faut forcément des palliatifs. C'est la même chose que pour les sachets plastiques et tout ce que nous faisons en environnement. Qu'est-ce que nous mettons en place comme solution palliative pour que au moment où nous allons dire aux gens de quitter, ils puissent quitter. Ce n'est pas que de passer le message, mais d'avoir également des solutions de rechange pour que voilà, la vie puisse continuer vers au niveau de ces personnes-là. Hier soir, par exemple, j'ai fait, en rentrant, j'ai fait un tour dans un marché qui s'anime la nuit et j'ai vu des vendeuses de poissons frais
qui étaient là aux environs de 23 heures, encore avec des enfants. Et j'ai demandé où est-ce qu'ils vont. Ils m'ont dit qu'ils vont à Soava, qu'ils vont pour d'autres à Ganvier. Cette nuit-là, j'ai dit, mais avec les enfants, et ils ont répondu que les enfants doivent chercher de l'argent. Que les enfants ne peuvent pas rester à la maison, qu'en restant à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc, moi, j'ai trouvé cela quand même bizarre, paradoxal, puisque les parents sont censés protéger la vie des enfants. Il ne faut pas courir ces risques-là. Je leur posais la question de savoir, vous retournez à Soava cette nuit-là, ils m'ont dit oui, qu'ils ne sont même pas prêts à rentrer, qu'il faut qu'ils vendent tout ce qu'ils ont à apporter. Donc, je parie qu'ils vont rentrer au-delà de 0 heures. Alors que cela est interdit. Sur le lac en pleine nuit. Oui, sans torche peut-être. Sans torche. Et je suppose qu'il y a croisement de 2 bacs à cette heure de la nuit-là. Ça va certainement chavirer. Et donc, il va falloir certainement de plus en plus aujourd'hui travailler, même au niveau des débarcadères, au niveau donc des embarcadères et débarcadères, travailler à ce que l'on surveille le flux des gens qui vont monter sur... Est-ce que ces bonnes dames-là prennent même pas ces voies? Est-ce que ce n'est pas plutôt des gens qui maîtrisent leur fleuve, le lac, en fait? Est-ce que c'est une question de maîtriser le lac? Il y a l'habitude, à cause de l'habitude, on sait que jusqu'à telle période, il n'y a pas de risque à naviguer sur le lac Nokwe. Mais l'année dernière, les mêmes personnes ont été très surprises de voir le lac déborder jusque dans les zones qui sont les terres à Soava, non? À Soava, qui n'ont jamais été presque inondées à Soava. Les mêmes personnes ont dû remonter encore leur case pour la plupart du temps. Donc ça veut dire que certes on est habitué, on se dit le risque, ça ne vient pas à tel endroit, mais dans le changement climatique, les surprises sont récurrentes. Donc il faut davantage travailler aujourd'hui à réduire les risques en sensibilisant, en évitant à ce que les gens remontent sur le lac à certaines heures pour éviter donc de ces croisements, de ces incidents sur le lac, et travailler aussi à ce que les gens aient l'habitude donc de se protéger. Vous ne verrez presque jamais quelqu'un porter un gilet de sauvetage sur le lac à Soava. Voilà. Et je suppose qu'il y a un vent fort qui intervient. Bon, on s'en remet à Dieu tout le temps. Alors, concernant les zones déclarées rouges, nous avons 5 communes. Il s'agit de Zanyanando dans le département du Zou, Adjorou et Bonou dans le département de l'Ouémé, Malanville et Karimaman dans le département de la Liborie. Peut-être que c'est parce que ces citoyens-là ne se sentent pas concernés par les zones citées qu'ils se permettent Non, justement, c'est parce que nous sommes en début de saison de crue. Et très souvent, ces 2 zones, ça concerne la basse vallée de l'Ouémé. C'est-à-dire à Djomoué qu'on sort, c'est la base de l'Ouémé. Et très souvent, quand le fleuve passe notamment à 5, 6, 7 mètres, on commence déjà pas à alerter. Oui. Ou même parfois à 4 mètres pour des zones qui sont dans la profondeur, n'est pas, où la profondeur est beaucoup plus évoluée. Mais Malanville, Kaimama, c'est le bassin du Niger. Et donc, déjà fin août, on sent déjà le rouge dans cette localité-là. Mais vous allez comprendre que dans 2 semaines au plus grand tard, on va passer également au rouge sur le bassin du Mono. Et donc, le nombre de communes pourrait passer donc d'une dizaine à une vingtaine, voire à une trentaine. Et donc, au fur et à mesure, on commence par élargir les zones à risque tant qu'on passe donc de l'orange au rouge dans une zone donnée ou du vert à l'orange dans une autre. Mais le risque majeur, c'est quoi? Notamment dans le bassin du Mono, et qui surtout amène à être beaucoup plus vigilant. Vous pouvez vous rendre dans une localité le matin, vous traversez à pied une localité le matin, mais dans l'après-midi, vous êtes surpris par les eaux, parce qu'il y a certainement le barrage qui déborde et il y a lâché d'eau. Ou peut-être parce que le niveau d'eau, du fait donc du système donc de déversement monte progressivement et vous ferme le chemin à votre retour. Donc les populations, on leur dit ne passez pas à tel endroit, ne naviguez pas à tel endroit. Pour eux, ils passent par là, ils disent bon, il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Mais peut-être à leur retour, ils comprennent que le chemin est déjà barré et qu'il n'y a plus d'issue. Donc c'est pourquoi il faut de plus en plus maintenant travailler à avertir les gens pour leur dire attention, c'est vrai, on est encore vert à tel niveau, mais rien ne prouve que dans 2-3 jours qu'on ne passe à l'orange et que dans 2 semaines qu'on ne passe également au rouge. Donc le message ne doit pas être un message adressé seulement aux gens du bassin du Mono et aux gens du bassin du Niger.
et de la vallée de l'Ouémé, mais il faut également travailler aussi à cibler en même temps toutes les zones concernées par les crises de façon habituelle pour qu'on ne soit pas qu'on ne nous amène pas à faire des communications en retard. Anas, on épouse forcément le point de Fulbert. Oui, bien évidemment, j'épouse complètement le point de vue de Fulbert. Depuis quelques minutes, j'étais en train de réfléchir énormément sur ce qu'il était en train de dire, parce que notamment l'année dernière, j'ai eu à discuter avec quelques personnes de la commune de Soava. Est-ce que en fait nous étions ensemble même, je crois, à Soava, oui. Oh, ok. La caravane pour le climat. Bon, bien avant, je crois bien avant ça, il y avait la crue dans cette période-là, et j'ai quand même eu à poser des questions à une association de guides touristiques, surtout à Ganvier, et qui m'ont fait savoir que cette crue n'est pas forcément... en fait, elle est normale. Pour eux, la crue, elle est normale, il n'y a pas de problème, etc. Donc, je voudrais quand même que Fulbert, parce qu'il a plus l'expertise que moi, comment vous pouvez expliquer en termes clairs le rapport entre le réchauffement... Est-ce que c'est pas normal entre le réchauffement climatique et cette situation-là avec les habitants de Soava qui trouvent d'ailleurs que chaque année la crue vient. Il n'y a pas de souci. Oui, de ne pas dramatiser. C'est normal que la crue vienne chaque année parce qu'effectivement, nous sommes dans la basse vallée de l'Ouémé, dans cette région-là. Les eaux doivent descendre du nord pour cette zone. Quand les eaux descendent, les eaux gonflent le lac. Bien sûr. Quand ça gonfle, il est normal qu'il y ait une crue. Et donc, les populations sont habituées depuis des décennies à vivre ce système-là. Ce qu'ils trouvent même encore normal, ces habitants, c'est que peut-être tous les 10 ans, que ça devienne de trop parfois. Et donc, l'année dernière, par exemple, certains disaient, oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans qu'on avait eu ce phénomène-là. Et donc, c'est normal que pour eux, 10 ans après ou 12 ans après, qu'on ait encore le même phénomène. C'est-à-dire 2011, la crue de 2011 qui a été une crue assez particulière. Quand ils font le lien, ils font plus 10 ans. Bon, 2021, peut-être ils ajoutent encore 2. C'est peut-être que c'est venu en retard qu'on est en 2022 avec cette situation-là. Donc, ils se disent, tous les 10 ans, on peut avoir de ces problèmes. Mais c'est peut-être parce que ils minimisent le risque en disant que c'est une habitude, qu'ils sont exposés davantage au danger. Et donc, il faut leur expliquer pour dire, d'accord, oui, c'est un risque. Certes, vous êtes habitués à le vivre tout le temps, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas prendre des dispositions pour se mettre à l'abri. Maintenant, le rapport avec le réchauffement. Oui, le réchauffement climatique, oui, certes. Je ne vais pas même parler de réchauffement climatique, je vais parler peut-être de changement climatique. Parce que s'il n'y a pas de réchauffement climatique, je vais devoir expliquer davantage la hausse des températures. Oui. Et je vais devoir remonter encore à la fonte des glaciers. Oui. Et je vais devoir remonter encore au niveau de la mer. Donc, il y a tellement de situations complexes que je vais devoir expliquer. Alors qu'on est en thème facile ici. Donc, je parlerai de changement climatique terre à terre. Oui. Pour faire comprendre que peut-être le débit la quantité d'eau peut-être qu'on a reçue au cours de la saison dans les régions du nord peut-être pourrait être supérieure et donc pourrait gonfler davantage. Exactement. Donc c'est la pluviométrie. La pluviométrie, donc ces bassins là que nous avons notamment au sud du Bénin, et donc augmenter le risque. Mais ce qui est davantage aujourd'hui, ce qui devient de plus en plus unanime, qui a même d'avoir fait l'objet d'une étude publiée par l'IRD, c'est qu'on minimise l'occupation des zones humides, qui n'est pas une conséquence du changement climatique. Les gens occupent les zones humides qui devaient servir donc d'éponge à ces eaux qui descendent donc du nord. Dans les environs du lac Nokoué, il y a des gens qui occupent malheureusement à Vossa ou dans les périphéries de Cotonou, les zones humides. Si l'eau vient, l'eau descend, et l'eau se rend compte que son endroit, son habitat est occupé, l'eau va vous dégager de là, ou l'eau va vous forcer à vous déloger de là. Et donc c'est à ça qu'il faut aujourd'hui sensibiliser les gens, pour que l'on puisse dégager les couloirs de circulation de l'eau, pour que l'on puisse dégager les alentours du lac Nokoué qui reçoivent les eaux du nord, de sorte qu'aujourd'hui qu'on n'en vienne pas à toujours confondre les conséquences du changement climatique aux conséquences de l'incivisme des populations. Si les gens occupent les zones humides, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas inondés. Exactement. Et donc qu'on en vienne à confondre aujourd'hui les conséquences de l'incivisme aux conséquences
qu'on appelle le changement climatique, c'est un problème auquel aujourd'hui il faut trouver une solution. Et j'ai été heureux en mai dernier quand le ministère a sorti un communiqué pour annoncer le déguerpissement des gens autour du lac Onokwe. J'attends toujours de voir, mais bon, il faut des palliatifs. Il faut des palliatifs, on ne peut certainement. pas déguerpir les gens comme ça. Et on a loti les gens aussi, malheureusement, dans des zones humides. Voilà encore un problème. On traîne des conséquences de nos actions du passé. Dans les années 80-90, on a installé des gens dans des milieux humides. On est même parvenu à loger des gens, à recadrer des gens dans des zones humides, malgré qu'il y a une arrêté interministériel qui interdit l'occupation des zones humides à Cotonou. Aujourd'hui, si les gens se retrouvent dans l'eau, les pieds dans l'eau, c'est parce qu'on l'a permis qu'ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment restituer ces zones humides-là? Heureusement que dans le cadre des projets d'assainissement pluvial à Cotonou, des solutions sont en train d'être trouvées progressivement, même si ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps parce que je pense qu'il va falloir déloger beaucoup de personnes. J'ai l'impression même qu'au niveau du projet Pamfi, au niveau du marécage de Fifadi, là, vous allez voir que souvent, il y a le marécage déborde et rentre au niveau de, comment on appelle, le centre de jeu, là. Et je n'ai pas encore fait le constat, mais c'est normal. Si ça déborde, l'eau est dans son territoire naturellement. Et les gens viennent construire là. Les gens viennent construire. Donc ceux qui viennent construire, ils doivent souffrir que l'eau vienne les déloger à un moment de c'est un cycle normal. Voilà. Alors, parlons à présent de la semaine africaine du climat qui va se tenir sur le thème Solidarité africaine pour une action climatique mondiale. Elle vise à exploiter les possibilités d'action en faveur du climat avant la COP 28. Anas, vous participez à la semaine africaine. Vous allez participer à cette semaine africaine du climat. Oui, j'y serai. Déjà le samedi prochain, je vais prendre mon vol. J'y vais en tant que membre de la REC, la Renewable Energy Coalition, donc en français la coalition sur les énergies renouvelables, parce que depuis peu, hormis ma dimension où je suis un peu plus spécialisé dans la gestion des déchets, je m'intéresse maintenant aux énergies renouvelables. Donc j'irai à Nairobi pour participer aux travaux, pour écouter ce qui se passe et pouvoir faire des comptes rendus terre à terre, succinct aux internautes, aux personnes et acquis de droit au sein de l'association. Donc nous attendons de ce sommet-là vraiment des décisions concrètes, que les pays africains puissent réellement s'unir pour pouvoir, parce que vous savez, lorsqu'ils vont en tout cas, j'ai cru entendre, lorsqu'on va, je parle sous la supervision de M. Fulbert, lorsqu'on va à la COP, chaque personne veut défendre son point de vue. L'autre dit ci, l'autre dit ça, non. Il y a même parfois des divisions. Donc il faut qu'on soit en fait vraiment très unis, très intelligents. Et donc à ce sommet-là, nous attendons beaucoup. D'ailleurs, dans le résultat attendu, je le lis ici, il y a une déclaration de Nairobi. On doit avoir, à la fin de ce sommet-là, normalement, une déclaration de Nairobi des dirigeants africains sur un programme et des solutions pour la croissance verte et le financement climatique pour l'Afrique et le monde. Donc, nous sommes là, nous allons voir comment ça va se faire et nous espérons que ça ne va pas se passer comme à la COP où les Africains sont mis de côté. Nous sommes en Afrique, donc je suis sûr qu'il n'y aurait pas d'Africains mis de côté. Mais dans l'Afrique, il y a des Africains il y aurait des Africains qui seront mis de côté. Voilà. Alors, quelles sont les possibilités justement d'action en faveur du climat qu'il va falloir exploiter au cours de cette rencontre? Il y a tellement d'opportunités dans un contexte de crise. En fait, parfois même les crises nous amènent à nous réinventer, à pouvoir trouver des solutions assez intelligentes pour faire face à nos besoins. Quand on dit agriculture, il y a des solutions intelligentes pour pouvoir faire face au changement climatique. Quand on dit énergie, il y a des solutions intelligentes pour pouvoir faire face au changement climatique. Énergie renouvelable, on peut arriver aujourd'hui à explorer mieux le soleil, mieux les rayons du soleil. On est dans un continent qui est assez arrosé et donc on peut pouvoir explorer donc cette technologie-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que l'Afrique a également des ressources fossiles qui pourraient aider à accroître les économies. Le problème des dirigeants africains en ce qui concerne l'énergie en réalité, ce n'est pas forcément explorer du pétrole pour pouvoir en fait c'est pas forcément explorer les énergies fossiles pour pouvoir aider à alimenter
ou faciliter l'accès à l'énergie. Mais c'est aider à explorer parfois le pétrole pour accroître les économies. Parce qu'ils se disent, en explorant du pétrole, on pourrait avoir des ressources pour pouvoir accroître qu'on appelle l'économie, donc répondre aux besoins du développement. Et alors que le solaire, c'est essentiellement une question de accéder à l'énergie, apporter la lumière dans les communautés rurales et rendre résilient ces communautés-là. Donc aujourd'hui, le débat des énergies renouvelables, c'est un débat essentiellement assez sensible du point de vue de ce que certains disent, d'accord, si je dois construire une centrale solaire qui va me coûter 2 millions de dollars, et que dans le même temps, on me propose de construire une centrale électrique qui va coûter 1 million de dollars. Je préfère peut-être, en fonction de mes contraintes budgétaires et économiques, construire la centrale solaire, la centrale thermique qui va me coûter 1 million de dollars pour aider peut-être une communauté de 10 000 habitants à avoir accès à l'énergie, plutôt que d'aller prêter encore pour construire une centrale solaire qui va me coûter 2 millions de dollars. Donc, il y a cette contrainte budgétaire qui fait qu'il faut aller faire appel à des ressources à l'international. D'où les questions de financement, qui interviennent tout le temps. La volonté est là peut-être, mais les moyens sont parfois absents et contraignent les dirigeants africains à faire parfois des choix qui ne devraient pas. Donc, comment on met en œuvre les financements climatiques? Comment on rend assez facile au financement climatique? Comment on aide les communautés rurales à pouvoir avoir donc des projets résilients dans leur communauté? Est-ce qu'on parlera de... moi, je pense que c'est aussi une question quand même de volonté autour, parce que les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, tout ça, c'est quand même de l'argent que ça donne à certains pays. Donc, leur demander cette transition-là des énergies fossiles vers les énergies vertes, c'est aussi une perte d'économie. Mais c'est vrai qu'on perd de l'argent, mais quand même, c'est le développement durable pour nous, les générations futures. C'est là. Moi, je pense que, en fait, moi, je pense que c'est plus une question de volonté qu'une question. C'est vrai qu'il y a les moyens, ça je suis d'accord, d'où la finance climatique, mais est-ce que c'est pas aussi une question de volonté, pas que des Africains, au niveau international? C'est une volonté au niveau international et aussi une question aussi de priorité de développement. Aujourd'hui, il y a ces idées qui circulent, qui disent que les Européens ont eu le temps d'explorer des ressources fossiles pour se développer, et qu'aujourd'hui, les mêmes nous interdisent d'explorer les ressources fossiles pour se développer aussi. Donc, il n'y a que nous, aujourd'hui, de plus en plus, on découvre encore du pétrole dans certains pays de la sous-région. Donc, on se dit, c'est l'occasion pour nous de se développer. C'est l'occasion pour nous de signer des contrats avec des firmes pétrolifères pour se développer. C'est l'occasion pour nous de passer à une croissance à 2 chiffres. Et dans le même temps, le débat sur le climat intervient et l'on dit non, attention, interdit d'exploiter les ressources fossiles. Il y a donc qu'à ces personnes, qu'à ces pays-là à qui l'on interdit d'explorer les ressources fossiles, il faut trouver vraiment des alternatives, des financements pour les aider à répondre aux mêmes besoins. Exactement. Afin qu'ils puissent aujourd'hui atteindre la croissance voulue, mais une croissance verte. Mais ces financements-là, c'est que est-ce qu'on les amène pas à dépendre donc de quelqu'un plutôt que de dépendre de leurs propres ressources qui sont déjà disponibles sous terre. Et donc, c'est des débats qui sont assez passionnants. Il faut penser à l'avenir, mais il faut penser au présent, il faut penser aux générations actuelles, il faut penser à l'économie, il faut penser à beaucoup de choses. Et donc, l'arbitrage devient difficile à faire. Devient très difficile. Moi, j'en viens même à me demander si on va s'en sortir, parce que je crois que l'accord de Paris a promis de l'argent aux Africains, mais ils n'ont pas reçu. On n'a jamais réussi à mobiliser les 400 millions de dollars. Donc, moi, franchement, je suis là, je me demande, mais ça sert à quoi finalement qu'on aille au COP si finalement on n'a pas ce qu'il faut, en fait. Donc, l'Afrique doit partir à ce rendez-vous-là avec des solutions. Des solutions applicables, des solutions vraiment qu'on peut implémenter dans les régions du continent, plutôt que d'aller tout le temps débattre des questions de qu'est-ce que vous nous apportez comme financement. Aujourd'hui, on peut beaucoup plus mettre des solutions en œuvre du point de vue technologique. Ça, c'est possible. On l'a montré dans beaucoup de pays, on fait l'effort de le prouver. On peut arriver à avoir accès à l'énergie avec du soleil. On peut arriver à développer l'agriculture, à être résilient avec des technologies de pointe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Combien nous injectons dans les recherches scientifiques? Encore que là,
on attend parfois que ce soit les pays occidentaux qui financent nos recherches. Alors que la recherche est une question de souveraineté. C'est ce que vous avez trouvé comme recherche que vous utilisez pour vous développer. Mais si vous attendez que ce soit les autres qui vous aident à trouver une solution technologique, attendez que vous dépendiez ensuite de la même solution que cette personne-là vous a aidé à trouver. Donc, il faut davantage trouver les priorités. Qu'est-ce que nous investissons concrètement dans les solutions locales? Quelle innovation nous apportons sur le marché au cours de ces rencontres internationales-là? Et comment nous arrivons à nous imposer lors de ces discussions? Malheureusement, c'est que quand on va à la COP, c'est qu'il y a des régions Afrique forestières, il y a des régions Afrique du Nord, il y a des régions Afrique au sud du Sahara, etc. Et donc, chacun va avec des intérêts. Chacun va défendre sa paroisse. Malheureusement, pendant que les autres se réunissent dans des clubs assez solides et qu'on a du mal à défoncer. Voilà. Elle est vraiment profonde, cette problématique de financement. À la COP 27, il a été décidé de créer un fonds pour compenser les pertes et préjudices, à savoir les dégâts irréversibles déjà causés par le réchauffement climatique dans les pays les plus vulnérables. Jusque-là, cela n'est pas vraiment effectif. Comment la Semaine africaine du climat 2023 peut faire appliquer cette décision? Je ne suis pas sûr que la semaine africaine du climat. Parce que quand on parle des pays vulnérables, les pays africains sont carrément dedans. La plus simple des choses que ce rendez-vous-là peut faire, c'est de conclure une déclaration pour dire, ok, d'accord, les Africains attendent à la COP 28 des mécanismes de mise en œuvre du fonds des pertes et préjudices. Essentiellement, ça ne serait qu'une déclaration. Parce que ce n'est pas nous qui allons nous imposer pour venir dire, bon d'accord, voilà, le fonds est créé, mettez l'argent dedans et puis nous on va commencer par l'exploiter. Il faut beaucoup de processus pour pouvoir mettre en œuvre un fonds. Les fonds d'adaptation, les fonds mondiaux pour l'environnement ne sont pas mis en œuvre du jour au lendemain. Ça, c'est tout un processus qui a permis de les mettre en œuvre. Mais c'est une question de volonté. Pendant la guerre de l'Ukraine nous a permis de le comprendre. On se réunit même parfois à un jour pour décider d'envoyer des millions de dollars en Ukraine pour aider à faire la guerre. Mais si c'est pour décider d'envoyer des millions de dollars en Afrique pour faire la résilience, ça prendra vraiment du temps. Donc c'est d'abord une question de volonté, c'est une question de priorité, c'est une question d'intérêt, c'est une question de géostratégie, c'est beaucoup de questions à la fois. Mais cela revient à ce qu'on évite. Ça veut dire que l'Afrique va devoir quémander ces fonds-là. L'Afrique a toujours quémandé et l'Afrique va peut-être continuer à quémander ces mêmes fonds-là. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce que nous apportons comme solution nous-mêmes quand nous allons à ces rendez-vous-là? Qu'est-ce que Nairobi va apporter comme solution? Pourquoi l'Afrique n'a pas pensé déjà à créer un fonds spécial sur le continent pour ces questions-là? Et peut-être a attendu que le fonds soit créé à la COP. Peut-être que la solidarité africaine, puisque le thème de la rencontre, c'est une question de solidarité, la solidarité africaine aurait permis à ce que nous ayons un fonds pareil pour aider à développer des solutions sur le continent afin de créer la résilience. Peut-être que l'Afrique du Nord pourrait aider du point de vue technologique parce que l'Afrique du Nord étant très avancée sur ces questions-là. Peut-être que l'Afrique, zone au sud du Sahara, pourrait apporter son volet intellectuel ou son volet économique. Le Grand Nigeria à côté pourrait apporter son expérience. Beaucoup de pays pourraient aider à ce que nous se mettions ensemble pour trouver des solutions. Mais nous voulons compter d'abord sur les autres. C'est pourquoi nous attendons d'aller porter la voix de l'Afrique à la COP pour qu'on crée un fonds en notre faveur. Et ce fonds-là, il va falloir attendre beaucoup de temps encore. Je ne crois même pas que ce soit possible en 2023, qu'il soit opérationnel. 2024, peut-être que ça serait une chance. Et qu'en sera-t-il des mécanismes d'accès au financement? Parce que les questions d'accès au financement pour les pays vulnérables, ça reste et demeure là, patent. Personne n'arrive vraiment à comprendre comment tel pays, comment casser les barrières pour faciliter l'accès au financement aux pays les plus pauvres, les plus vulnérables. Et maintenant, en ce qui concerne les besoins, on a dit que c'est un fonds pour les pertes et préjudices. Comment on évalue ensuite les pertes et préjudices? Exactement. Quels sont les mécanismes aujourd'hui que le Bénin a pour évaluer les pertes et préjudices? Il y a dommage, je suppose, à Banikwara, d'accord, mais comment on évalue les pertes agricoles?
les pertes en termes d'infrastructure. Il y a des ponts qui ont cédé. Les ponts qui ont cédé, certes, on ne va pas évaluer le montant qu'on a utilisé pour construire ces ponts-là. Mais il faut évaluer les préjudices causés par l'effondrement du pont. Oui. Peut-être qu'il y a 10 camions qui devaient passer par jour. Oui. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence sur l'économie? Il faut développer des modèles pour pouvoir avoir des précisions en termes donc, de ces évaluations-là. Donc, qu'est-ce que l'Afrique fait pour avoir une évaluation précise donc, de ces pertes et préjudices-là? L'Afrique pourrait pu participer à la COP27 en allant montrer au monde, voici ce que nous subissons comme préjudice de façon précise. Quand il y a effondrement d'un pont, par exemple, je pense que cela concerne beaucoup plus les citoyens. C'est vers eux qu'il faut aller et leur demander ce que cela a engendré en tant que perte. Oui, les questions climatiques, c'est d'abord une question de risque très élevé. Et ça se comprend que personne ne va prendre la responsabilité donc de faire face à ces préjudices-là. Je suppose, le producteur, lui, il fait son champ et il fait face à un risque climatique qui emporte tout sur son passage. Qui va lui payer ces pertes-là? La saison prochaine, il va encore remettre les mêmes semis pour pouvoir... J'ai dit les mêmes semis parce que, pour faire une différence tout à l'heure, les mêmes semences plutôt, pour pouvoir pour produire encore de la patate qui sera déblayée par la suite par les eaux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire donc le risque? Si on travaille à réduire le risque, on pourrait convaincre les assureurs à pouvoir prendre en charge les risques climatiques. Mais quel assureur, quelle compagnie d'assurance va se lever et prendre des risques climatiques qui sont très élevés? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison que le champ ne soit emporté ou qu'il n'y ait pas de dommages sur ce terrain-là. Si l'assureur n'est pas convaincu que le risque est très maîtrisé, il ne va pas s'engager dans ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons au niveau local pour développer, pas forcément l'assurance climatique, mais pour développer des mécanismes pour aider les producteurs, pour aider les gens du secteur des transports, pour aider les différents acteurs à pouvoir faire face aux risques climatiques en réduisant donc les préjudices que ces personnes subissent. Aussi bien au Bénin, au Togo, au Gabon, dans les pays africains, que faisons-nous pour développer donc des solutions pour faire face à ces préjudices-là? Plutôt que de dire c'est l'Europe qui est responsable, c'est l'Occident qui est responsable et c'est l'Occident qui doit répondre aux préjudices que l'on constate chez nous. Donc c'est un débat dans lequel il faut davantage devenir responsable et être conscient de ce que si nous devons attendre les autres, nous serons de moins en moins résilients. Deuxième chose, quand il se produit des dommages, des catastrophes en Europe, aujourd'hui on parle d'incendies beaucoup plus dans beaucoup de régions. Oui. Vous allez voir des hélicos déployés, des bombardiers déployés. La Grèce, le Canada pour faire face au feu. Je suppose que chez nous, en Afrique, qu'un pays soit touché par ces phénomènes-là. Combien de pays disposent donc de ces moyens, de ces vecteurs aériens pour pouvoir faire face aux incendies? Combien de pays peuvent répondre en moins de 24 heures à des situations de tempête de la nature qu'on le voit dans ces régions-là? Nous sommes moins préparés qu'eux. Ils sont suffisamment préparés pour pouvoir, en moins de 24 heures, réagir. Donc, vous diront que c'est parce que nous ne pouvons pas faire face à cette situation que cela ne nous arrive pas. Mais c'est arrivé qu'on compte plusieurs centaines de morts dans la région africaine pour des questions climatiques. C'est arrivé qu'on compte des milliers de personnes décédées pour des questions climatiques en Afrique. On se dit que bon, l'Afrique n'est pas émetteur autant que les autres. L'Afrique ne subit pas de tempêtes, de cyclones comme les autres, mais ça vient progressivement. Et quand ça va venir, c'est que nous ne serons pas en mesure de pouvoir faire face à un intervalle de 2-3 semaines. Donc, que faisons-nous dès maintenant pour commencer par régler les petites situations que sont les inondations qui viennent les sécheresses aussi, qui traversent plusieurs pays. Le bassin du Niger, ce n'est pas le Niger seul, c'est plusieurs pays. Le bassin du Congo, ce n'est pas le Congo seul, c'est plusieurs pays. Mais que font ces pays-là pour pouvoir réduire les risques? Le bassin du Niger serait ensablé. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réduire qu'on appelle donc le volume de sable qui va dans ce bassin-là? Qu'est-ce qu'on fait pour créer la résilience tout au long du parcours donc du fleuve? Qu'est-ce qu'on fait pour que chaque année ne compte pas des morts sur le chemin donc de ces bassins-là? Parce que les eaux qui viennent dans le bassin du Niger viennent de très loin et donc font des dégâts sur tout le chemin avant de descendre peut-être au Nigeria en passant par le Bénin et le Niger. Qu'est-ce qu'on fait sur tout le trajet pour réduire les risques, peut-être progressivement du Tchad ou de la Guinée ou du Burkina, afin que l'on ne soit pas totalement arrosé chez nous? Donc c'est un débat que l'on devrait pouvoir faire
à l'interne en Afrique, mais chaque fois qu'on se retrouve à des conférences internationales, ce qui semble nous préoccuper le plus, c'est des questions de moyens. Et pour pouvoir mettre en œuvre des projets, mais quand on dit projet, c'est 2, 3, 4 ans, 5 ans, et on reprend le cycle encore à zéro. Il faut aussi ne pas oublier l'inclusion des jeunes, parce que les décisions qui sont prises à ces COP-là, à ces sommets-là, concernent quand même l'avenir de la jeunesse. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des citoyens même qui subissent les conséquences de ce changement, ce changement climatique-là. Comment est-ce qu'on implique ces citoyens-là si eux-mêmes ne comprennent même pas ce qui se passe, n'ont même pas d'éducation environnementale? Et là, on revient à la question d'éducation. Donc, l'inclusion de la jeunesse qui pourra prendre des décisions pour son avenir. C'est dans ce sens que je félicite le ministère de Cadre de Vie qui a envoyé 3 de nos collègues l'année passée en Égypte qui sont allés représenter la jeunesse africaine et qui sont revenus et qui ont fait des restitutions de leur parcours là-bas. Donc il est important d'avoir vraiment pas que l'inclusion de la jeunesse, mais de toutes les parties prenantes, que ce soit même les handicapés, les délégués, et qu'ils comprennent réellement la situation, qu'ils puissent comprendre les pertes et les préjudices, qu'ils puissent comprendre qu'on a besoin de finances climat, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça pour pouvoir réellement s'engager. Parce que je pense que aussi, pour faire bouger les lignes, moi en tant qu'activiste, je pense qu'une prise de conscience et une mobilisation collective peut amener à changer les choses. Pas l'arrêt de ci, pas l'arrêt de consommation de ci ou de ça, etc. Mais si on est disparate et qu'il y a que quelques-uns qui vont nous représenter, et quand ils reviennent, on ne sait même pas ce qui est dit. Quand ils reviennent, même quand M. Philbert fait des comptes rendus, bon, tout le monde attend Novelas TV et ne vont pas écouter ce qu'il faut pour notre avenir. Je pense que là, il y a des problèmes, parce que là, moi, j'ai beaucoup appris à côté de M. Philbert. Donc, vraiment, c'est très important cette question de communication, de communication, de messages, et vraiment que les autorités puissent vraiment prioriser ces questions climatiques-là sur nos médias. Justement, vous avez dit qu'il est important de communiquer. Donc, à votre retour de la semaine africaine du climat 2023, on attend votre communication. Bien sûr. En tout cas, Radio Africaine Santé est là pour vous accompagner. Si vous avez des communications à faire, des émissions à faire, n'hésitez pas à toquer à notre pote. Il n'y a pas de souci. Donc n'allez pas prendre seulement les photos là-bas. Non, que je vais prendre des photos, c'est pas pour moi. C'est pour communiquer autour des activités et amener les jeunes à s'engager. C'était pour vous taquiner, Anas. Moi, j'attends plutôt la jeunesse sur un point. Oui. Aujourd'hui, la jeunesse est assez engagée dans l'innovation. Et je crois que si on amène la jeunesse à comprendre les enjeux du climat, la jeunesse pourrait innover, à apporter des solutions technologiques, à apporter des solutions pour faire face aux besoins des communautés. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui créent des startups, beaucoup de jeunes aujourd'hui créent des entreprises pour apporter des solutions sur le terrain. Oui. Mais ces solutions ne sont pas forcément encore des solutions climatiques. Parce que certainement les jeunes ne sont pas encore vraiment aussi conscients des enjeux du climat. Mais quand on va les sensibiliser davantage, quand on va créer la culture de ça au sein de la jeunesse, c'est sûr que beaucoup sortiront de l'EPAC, beaucoup sortiront des entités d'ingénierie de nos universités avec des solutions pour le climat. Pour le moment, on attend surtout, on voit beaucoup plus de gens s'intéresser à évaluer les impacts du changement climatique dans leurs études. Mais les études que moi j'attends beaucoup plus, c'est celles qui nous apportent des solutions pour aider les communautés de la base à de Lomé. J'en ai vu déjà notamment une thèse de doctorat soutenue il y a 2-3 ans sur des modèles de prévision de la crue dans la base de Lomé. Dans le cadre donc d'une thèse soutenue par quelqu'un. Et donc ce qui veut dire que si davantage on éduque les gens à ça, ils vont s'orienter pour chercher ce qu'il y a comme besoin, apporter des solutions dans tous les domaines possibles, énergie, ingénierie, agriculture, éducation, parce que aussi la question est également une question d'éducation. Quand les gens ont de difficultés à aller en octobre à l'école sur les bases, l'année passée on a dû suspendre les cours à Soava par exemple. Oui. Donc, c'est aussi une question de résilience. Qu'est-ce que les gens apportent comme solution technologique pour aider les apprenants à aller à l'école pendant que, à ne pas rater les cours pendant que les gens dans les autres départements sont au cours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on développe comme solution en termes de bac, peut-être qu'ils soient solaires, de bacs solaires,
ou de moyens de mobilité sur l'eau pendant cette période-là, qu'est-ce qu'on apporte comme solution, ou qu'est-ce qu'on fait aussi pour aider ces apprenants-là à peut-être suivre les cours de façon en ligne, notamment pour les collèges des zones en milieu lacustre. Là, Donc, c'est des solutions qu'il faut apporter. Et il n'y a pas mieux que les jeunes pour réfléchir, pour inventer, pour créer, pour apporter des solutions à partir des financements certainement qui sont encore ici disponibles et mis en œuvre par les gouvernements dans le cadre donc, des projets d'accompagnement aux entreprises. Il semble que Fulbert a monopolisé la parole. Donc nous allons laisser Anas. Voilà, tantôt j'ai surtout ressorti la question de l'inclusion des jeunes et c'est ça, comme je le disais, les décisions qui seront prises à la Semaine africaine du climat, à la COP 28-29, ça concerne la jeunesse et lorsqu'on voit le taux d'engagement de cette jeunesse-là sur les questions climatiques, elle est vraiment faible. Nous avons en fait la capacité de réfléchir et de trouver des solutions, mais si nous ne comprenons pas ce qui se passe, ça ne va pas. C'est dans ce sens qu'on avait lancé l'année passée une pétition sur l'éducation environnementale en système scolaire, mais le ministère nous a fait savoir que quand même c'est en cours, même l'ABE. Je crois qu'actuellement il y a la Société de gestion des déchets qui a lancé un programme cette année. Okay. Donc voilà, c'est des choses vraiment très très intéressantes où si on arrive à éduquer cette jeunesse-là qui comprend les conséquences, les enjeux, les ci et ça, ils pourront trouver des solutions. La solution, par exemple, pour que les enfants de Soava puissent étudier en ligne est une bonne solution. Dans certaines régions du Bénin, il y a des gens qui n'ont pas l'électricité. Oui, l'énergie renouvelable est là. Comment faire pour pouvoir donner accès aux énergies renouvelables en atténuant, ou comment je vais dire, en mettant au milieu le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent les énergies renouvelables, en tout cas pour les petites questions que moi j'ai eu à poser, ils les utilisent pour économiser de l'argent. Je suis d'accord, c'est intéressant. Mais tant qu'on n'a pas cette conscience environnementale là, ou cette sensibilité environnementale là, où on dit ok, on décide de faire la promotion des énergies renouvelables parce que nous voudrions lutter contre les changements climatiques. Nous ne voudrons plus avoir d'ici quelques années que nos enfants puissent souffrir des impacts du changement climatique. Ça ne marchera pas. Donc moi, je reviens surtout sur la question d'éducation parce que oui, en tant que jeune, il faut aller là-bas et parler vraiment d'éducation. On a besoin d'un programme éducatif clair. Je félicite la SGDS. Maintenant, on attend le déploiement sur le terrain. Comment ça va se faire sur le terrain? C'est quoi les éléments de langage sur le terrain? Mais on a besoin d'une éducation vraiment partout sur les changements climatiques, sur l'environnement et tout ce qui va avec. Chers invités, merci. C'est déjà la fin de cette émission. Nous avons débattu des enjeux de la Semaine africaine du climat 2023. Je suis Erwan Olide. J'ai reçu pour vous, mesdames et messieurs, Anas Seko, activiste communicateur environnement, et Fulbert Adjemerossou, journaliste spécialiste des questions environnementales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.